fait sa rentrée, et sa rentrée sous le signe du Japon. La volonté, c'était de voyager un peu pendant la grisaille de l'hiver et de se dépayser. Donc nous allons proposer tout au long de ce trimestre des activités au niveau pour initier les gens à la culture japonaise, si je puis dire. Donc première rencontre ce soir, en présence d'un Sérénanais, mais très japonais quelque part, d'une certaine manière. à travers la rencontre avec Gérard Galvez, la volonté était justement de faire un éclairage donc, sur les arts martiaux. On en fera 2 sur notre programmation, un en direction des adultes aujourd'hui et un la semaine prochaine, dans 15 jours, pour les enfants, sur l'aïkido notamment. La volonté, c'était justement de voir un petit peu, de faire le lien entre la culture, ces sports qui ont un impact au-delà peut-être de la culture sportive occidentale, car ça va jusqu'à une philosophie, épouser certains codes qui permettent justement de faire le lien avec la société. Gérard Galvez, vous, au sein de l'association, vous êtes président de l'association ? Non. Non, d'accord. Au niveau de l'association, c'est une association sportive, une entente Villeneuve-Sérignan, je crois, c'est bien ça. Vous êtes enseignant donc, de judo, et vous êtes 4e dan, ceinture noire, 4e dan. Voilà. Peut-être pour attaquer ou pour initier la conversation, peut-être dire comment avez-vous rencontré le judo, simplement vous personnellement? Alors comment j'ai rencontré le judo? C'est mon frère d'abord qui faisait du judo, il est là, mon frère aîné. Il faisait du judo, donc quand j'avais 10 ans, et je suis allé voir une compétition un jour, ça m'a plu et je me suis mis au judo. J'avais un autre frère qui faisait du judo aussi. Puis après j'ai continué, eux ils ont arrêté. Et bon, ça a duré, ça fait 43 ans que ça dure. Ça dure encore aujourd'hui. D'accord, très bien. Peut-être tout le monde n'est pas initié parmi les présents à ce qu'est ou ce que représente le judo. Déjà, si on pouvait en donner une définition, le but en fait aujourd'hui c'est d'amener un petit peu les gens à découvrir le judo. Ceux qui le pratiquent peut-être le découvrir autrement, et ceux qui ne le pratiquent pas, peut-être une initiation qui pourrait donner envie de le pratiquer. Donc comment on pourrait définir le judo? Alors, le judo, littéralement la traduction c'est voie de la souplesse. Ju c'est la voie, do c'est souplesse. Et en fait, c'est l'inventeur du judo, Jigoro Kano, qui a eu l'idée un jour pour y pratiquer les arts martiaux, donc le jujitsu à l'époque. Le jujitsu, ça remonte au 6e siècle après Jésus-Christ, au travers de la Chine, ça commence à la Chine et puis en Inde, enfin, on retrouve des écrits un petit peu partout. Et le jujitsu japonais a donné naissance au judo, c'est-à-dire qu'un jour il a vu un cerisier avec de la neige dessus, et il a vu que les branches les plus petites, qui étaient plus souples, laissaient tomber la neige en fait. Et les branches les plus dures cassaient sous le poids de la neige. Donc ça lui a donné l'idée du judo, la voie de la souplesse, c'est-à-dire utiliser la force du partenaire. D'accord ? Ne pas résister à la force du partenaire, mais en souplesse, venir avec lui, prendre sa force. Donc, le jujitsu. Je ferai un exemple tout à l'heure, je prendrai un partenaire. Mais pas moi. Je l'ai fait il y a longtemps. Hein. C'est un peu rigide, on va dire. Donc pour ce qui est de la souplesse, on va y revenir. Donc en fin de compte, c'est un art martial traditionnel du jujitsu qui est un art de combat en fait. Oui, c'est l'art de combat. Hein, ça vient des samouraïs aussi. Voilà. Enfin, il y a eu une transposition asiatique, on va dire. Ça se pratiquait pendant les guerres, donc. Pendant les guerres, pas qu'au Japon, hein, partout. Et c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas d'armes à feu, c'était des combats à main nue, ce qui permettait de mettre le partenaire hors de portée, quoi. De le maîtriser au sol, surtout au sol, il y a des techniques qui sont très efficaces et qui existent encore aujourd'hui au judo. Donc, en gros, ce jujitsu s'est transformé à l'orée du 19e, 20e siècle, via justement les propositions de Jigoro Kano. Ça correspond au Japon à la fin de l'époque médiévale où justement on a proscrit tout ce qui était art samouraï, et cette transposition de l'art guerrier en fin de compte est devenue une pratique, un sport en fait. Voilà. C'est ça? Un sport, une école de vie en fait. Hein, j'ai travaillé le corps et l'esprit, c'est bien dans l'esprit japonais.
Et c'est Jigoro Kano qui a vraiment initié, cette méthode sportive qui est devenue après sport olympique. Oui. Alors, pour en revenir un petit peu à ce qu'a amené dans cette pratique médiévale de l'art martial en soi, et la transposition au judo, est-ce qu'on peut dire que c'est un code moral un petit peu, ou un code particulier d'attitude qu'a amené Jigoro Kano? Oui, bien sûr. Le code moral, bon, déjà se pratiquait au Japon, ça s'appelle le Bushido. C'est un code qui s'utilise dans la vie courante. Et le code moral, bien sûr, a découlé du Bushido. Donc, si vous voulez en résumé, le Jigoro Kano voulait une entraide et une prospérité mutuelle dans le sport. Et sa deuxième maxime, c'était minimum de force, maximum d'efficacité. Donc toujours le même principe, utiliser la force du partenaire. Ensuite, les maximes du code moral, donc on peut les résumer. Hein. Vous avez la politesse, donc ça peut se résumer sur le salut du partenaire. Vous avez le courage, c'est-à-dire oser faire les choses, faire ce qui est juste. La sincérité, exprimer sans déguiser sa pensée, bon ça c'est pour les plus grands. Pour les plus petits, c'est prendre la parole pour dire ce que l'on préfère, ce qu'on aimerait faire. C'est aussi dire la vérité. L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. Pour les plus petits, ça va être de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. D'accord ? La modestie, c'est de parler de soi-même sans orgueil. Pour les plus jeunes, ça sera quand on a gagné, on félicite le perdant car il a bien joué. Bon, ça, c'est vrai qu'on le retrouve souvent dans le judo, même dans les compétitions de haut niveau. Le respect. Sans respect, aucune confiance ne peut naître. Et pour les gamins, ça va être de ne pas faire mal aux autres. Ça, c'est ce que je leur dis souvent. La règle d'or du judo, ne pas faire mal au partenaire. Et c'est pas facile à appliquer. C'est plein d'arguerie, quoi. C'est du sport, c'est la maîtrise d'un sport, quoi. Exactement, on doit mettre le doigt sur la sécurité sans arrêt. Le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsque la colère monte, n'est-ce pas? C'est connaître et savoir appliquer le code de bonne conduite pour le plus petit. Et l'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains. Quand on a un ami, on l'aide. Voilà, ça se retrouve dans la pratique du judo. Donc quand même, on peut voir que au niveau du code moral, il y a quelque chose de très très important dans le judo. C'est assez fort. Est-ce qu'on le retrouve dans d'autres arts martiaux, ça? Dans d'autres arts martiaux, bon, ils s'y sont mis par la suite. Hein, ils ont copié, parce que la Fédé du judo est quand même une des meilleures françaises, si ce n'est la meilleure. Et d'autres sports aussi s'y sont mis, le foot, le rugby, par la suite. Là, ces codes, ils ont été inspirés quand même via le Japon d'abord, et transposés en France, en fait. C'est ça? C'est ce qu'il faut voir, hein, d'accord. Au niveau de l'histoire du judo, il y a une histoire japonaise d'abord. Donc Jigoro Kano, qui est inventeur du judo. Tout le monde a suivi ce judo-là, si je puis dire, au Japon. Il est encore vivace aujourd'hui ou il s'est transposé au Japon? Il est encore très vivace aujourd'hui, parce qu'on est allé au Japon il y a 3 ans, je vous raconterai tout à l'heure. Oui, il y a eu un voyage, on va en parler. Très très impressionnant. D'accord. Par contre, donc en France, on ne pratique pas le même judo qu'au Japon? Non, il y a une pédagogie qui a été initiée donc, par des maîtres français, des profs de judo français, et les Japonais s'en inspirent maintenant. C'est-à-dire qu'au Japon, on apprend le judo de la même façon aux plus petits, enfin, ils ne commencent pas à 4 ans comme chez vous, aux plus petits jusqu'aux adultes. Alors, à quel âge on commence au Japon? Je pense que 6 ans, 6-7 ans. D'accord. Et tandis qu'en France, bon, il y a le baby judo, et chaque âge il y a une pratique différente. Et le Japon, c'est beaucoup basé sur la répétition. Qu'il soit gamin ou grand, c'est répéter. C'est une discipline qui n'est pas la même que chez nous. C'est la base du noviciat, un peu où qu'on inclut jusqu'à la maîtrise, d'accord. Comment dire alors bon, avant de parler peut-être carrément de la pratique ou de la pédagogie en soi, on fait ça où? Comment? Avec quoi? Alors le judo, ça se pratique dans un dojo, je pense que tout le monde connaît le terme dojo, hein, c'est le temple du judo, on va dire. C'est vrai que les vrais dojos, nous on n'est pas dans un vrai dojo, on est dans un gymnase. C'est vrai qu'il y a quand même une différence. Et les vrais dojos, il y a une décoration qui est vraiment différente. Nous, les écoles se servent de la salle, donc on ne peut pas décorer trop à notre façon. Bien sûr, bien sûr. Dans un vrai dojo, c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière, c'est vraiment exceptionnel.
Et donc des tatamis qui ont 5 cm d'épaisseur qui permettent de travailler en sécurité avec les gamins et les adultes. Une densité assez pour les chutes. Voilà. Au niveau du costume. Alors le costume c'est un pyjama, on appelle kimono. Donc un kimono et une ceinture. Donc le kimono c'est une veste et un pantalon et une ceinture pour tenir la veste. Voilà. En France on a des ceintures de couleur. Ça a été initié par un japonais par contre qui est venu développer le judo en France. C'est lui qui a instauré les ceintures de couleur, de la blanche à la noire. Bon, il y en a une dizaine. Et au Japon il n'y a pas de ceinture de couleur, c'est blanche et noire. Blanche le novice, le noir la maîtrise. Voilà. Alors ça fait tout drôle, quand nous on était allé au Japon, on avait des ceintures noires, des jeunes qui étaient ceintures noires, et se faisaient balader par des jeunes qui étaient ceintures blanches. Il y a une inflation sur la ceinture blanche, ou ceinture noire européenne plutôt. D'accord. Donc derrière, c'est un sport de combat, un sport de contact. Oui. Le contact se formalise comment dans le judo en fait? Alors en fait ce sont des mouvements, le judo c'est projeter son partenaire sur le dos. Donc ça se passe avec des saisies sur le kimono sert à ça, on doit saisir au niveau de la veste. Maintenant les règlements ont changé, on n'a plus le droit d'attraper au niveau du pantalon. Donc c'est que sur la veste, on peut pousser, on peut tirer, on peut tourner, voilà. Et après il y a des techniques adaptées avec les jambes, avec les bras, pour faire chuter son partenaire sur le dos. Alors par exemple, justement, le fameux ippon, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télé, quand on fait tomber le partenaire sur le dos, c'est ippon. Donc c'est le but ultime au judo, faire tomber son partenaire sur le dos. Après il y a d'autres avantages, si on tombe sur le côté, etc., qui sont moins importants, mais le but ultime c'est de faire tomber à plat dos. Voilà. D'accord. Tout à l'heure vous parliez de sécurité, d'activer la sécurité. En fait, c'est grâce au kimono, au judogi, enfin au kimono, qu'on peut justement tout le temps être en contact et garder ce contact avec le partenaire. C'est-à-dire que quand bien même on le projette, on l'accompagne et on le tient. C'est ça ? Voilà. C'est ça. Chez les gamins c'est difficile, ils n'ont pas cette maîtrise physique. Donc toujours leur inculquer dès le départ de tenir la manche du partenaire. Si on lâche la manche, le bras est libre, il peut se retenir avec le bras, ça fait mal. Donc une fois qu'ils ont l'habitude de tenir la manche, après il y a très peu d'accidents. Donc après, bon, vous venez d'évoquer le fait qu'on n'avait plus le droit aux prises au niveau des jambes. Oui. Donc les prises se font comment réellement? Avec les bras? On n'a pas le droit d'attraper les jambes avec les mains. Par contre, on peut, avec les jambes, on peut faire tomber, faire des balayages, Fauchage, balayage. Fauchage. Donc, je peux montrer peut-être avec. Non, il n'y a pas de tatami. Voilà. Il est prévu. Donc peut-être on parlait de. Il y a plusieurs écoles. L'école française, quelle est la position de l'école française dans le Alors, actuellement, ça dépend au vu des Jeux Olympiques, on est le 3e pays au monde au niveau des résultats. Derrière la Russie, qui sont redevenus très forts, parce qu'ils étaient déjà très forts. Et le Japon qui est toujours premier. Le Japon se fait titiller par la Russie, parce qu'en fait la Russie était très fort pendant une période, parce qu'ils s'inspiraient de la lutte. Ils sont très forts en lutte, les Russes. Donc il y avait des techniques, on attrapait les jambes, etc. Après c'est politique, au niveau des fédérations, ils ont fait en sorte que les Russes ne puissent plus pratiquer leur judo. Donc ils ont supprimé les mouvements avec les mains sur les jambes. Donc les Russes, par contre, ils se sont très bien adaptés, les Russes. Maintenant, ils arrivent à être très forts au niveau international aussi. Qu'est-ce qui ferait la différence entre le judo français, le judo, je sais pas, moi, russe, qui est plus sur la lutte? Il y a d'autres judos, je veux dire, émergents aussi, peut-être dans les pays asiatiques notamment. Oui, la Corée sont très forts. Oui. En Mongolie, ils sont très forts aussi. En Mongolie, oui. Les Chinois commencent à venir un petit peu. Et après, ça s'est nivelé, tous les pays maintenant. Il y a même des Israéliens qui font des podiums aux Jeux Olympiques. Et en Azerbaïdjan aussi sont très forts. Enfin, parce que les gens partent en stage maintenant au Japon, pratiquement 6 à 8 mois dans l'année, ils sont en stage. Donc ils tournent, ils changent de pays, etc. Même Cuba sont très forts pour ça aussi. Donc chaque pays a une chance d'être au niveau
mondial. Alors, ça, c'est très difficile d'arriver au haut niveau. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que le judo français, qui avait pris donc, le moule du Japon et l'a transposé, maintenant avait une aura en fait quelque part. Et qu'est-ce que les Japonais viennent faire des stages en France. Ils sont intéressés. Ouais. Qu'est-ce qui les intéresse dans notre judo? Mais justement, vu la pédagogie qu'ils ont mis en place depuis 30-35 ans, les Français, leur judo est plus axé sur la technique. Et comme ils sont arrivés à sortir des individualités comme Douillet, comme tous les champions olympiques qu'on avait vu tirer, tout ça, ça les a intrigués. En fait, il y en a qui étaient très forts au sol, en fait, ça les a beaucoup intrigués. Ils sont venus voir nos méthodes de travail. Ils commencent à s'en inspirer maintenant au Japon. C'est quand même le monde à l'envers. Et oui, vous avez de l'autre côté en même temps. Oui. D'accord. Alors, on a vu un petit peu tout ce qui était l'approche technique du judo. Donc vous, ça fait combien d'heures de judo? Enfin, en tant qu'enseignant, vous pratiquez par semaine? En ce moment, je fais environ 10 heures de judo par semaine. C'est énorme, 10 heures. C'est pas mon travail, je précise. Ces 10 heures, vous enseignez un public à quel âge alors? Alors on commence à 4 ans. Bon, les 4 ans, c'est pas moi qui les fais, parce qu'on est 3 profs sur le... C'est l'Alliance Judo Sérignan-Villeneuve. On est 3 profs. Donc moi, je suis uniquement sur Sérignan. On a une prof sur Villeneuve. Et on a une prof qui est avec moi sur Sérignan le samedi matin. Elle habite Montpellier, donc elle peut venir le samedi matin. Elle s'occupe des 4 ans. Les 4 ans, et en binôme avec moi, des 5-6 ans. Bon. Moi, je fais un cours, elle fait un cours. J'imagine que les 4 ans, on les aborde. Alors, comment on aborde les petits? Comment on aborde les petits? Les 4 ans, c'est spécial. Nous, on fait un cours à part. Il y en a qui choisissent de les mélanger avec 5-6 ans. Pour moi, c'est difficile. Donc, on fait un cours à part pour les 4 ans. C'est uniquement des jeux. Des jeux où ils apprennent à s'amuser à deux. Parce qu'à 4 ans, c'est très difficile pour eux. Ils sont très individualistes. Donc, on les amène petit à petit au travers de jeux de travailler avec un partenaire. Parce que c'est la finalité du judo, travailler avec un partenaire et non un adversaire. Donc c'est 95% de jeux, on va dire, qui amènent, par contre c'est pas des jeux... c'est des jeux qui amènent... Voilà, c'est des jeux qui vont amener plus tard à avoir des prédispositions au judo. Voilà. Ensuite 5-6 ans, c'est déjà un petit peu plus facile. Oui. Donc ça veut dire que le corps aussi, c'est lié aussi à la faculté du corps, j'imagine, les gamins sont arrivent déjà à saisir évolutifs. Ils ont fait une année avec les 4 ans, ils arrivent à se saisir à deux. Connaissent le travail avec un partenaire. Et là, on commence à intégrer des exercices toujours dans le jeu, par contre, un petit peu plus élaborés, pour toujours arriver à monter dans la pratique. D'accord. Et aller vers la technique. On n'est pas encore sur les prises de judo. Sur la technique encore. D'accord. Alors, la technique va arriver vers 7-8 ans, très basique. On parle toujours sécurité, on a toujours en tête la sécurité chez les gamins. Et après, vers 9-10 ans, ils commencent vraiment à faire du judo. Sans pour autant les pousser à la compétition, c'est toujours judo pour tous. Judo pour tous. Donc, mais à quel âge alors ça arrive la compétition? Chez moi, chez nous, la compétition, on l'a fait démarrer. Bon, ça n'empêche pas de faire des petites animations. Oui, d'autant plus que la dynamique, j'imagine. C'est pas une compétition pour moi. La proximité de deux villes, là, justement, et de deux clubs, quelque part, ça permet une forme de dynamique. Entre nous. Oui. Et pour moi, la compétition, ça démarre vraiment à minime, c'est-à-dire à 12-13 ans. Et pour la fédération, à partir du CM2, ils appellent ça des animations encore. Donc on est déjà dans le... Alors que dans tous les autres pays, c'est vraiment compétition dès le départ. Ah bon. Ah, donc, et en France, ils se sont aperçus, bon, avec les grands pédagogues qu'on avait, ils se sont aperçus que les gamins commençaient la compétition très tôt, donc avec un judo intensif. Arrivés à 13-14 ans, ils étaient dégoûtés du judo, ils arrêtaient, puis physiquement, ils voilà, monsieur a fait du judo, t'as 15 ans. Le temps de déménager. Je devais avoir 15 ans. Parce que vous n'étiez pas assez rien, c'est pour ça que j'avais arrêté. C'est pour ça que on se voit aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué. Comme les ados, vous avez une chute chez les ados, je veux dire une perte de fréquentation chez les ados ou quoi? Oui, alors au niveau de la Fédération française de judo, il y a 40% de déchets par an.
déchets, ça veut dire des gens qui arrêtent le judo. C'est énorme quand même, 4 sur 6, qui sont renouvelés par des nouveaux adhérents. Il y a quand même 40% qui arrêtent, presque la moitié. Ah oui, d'accord. Tous les ans, quel que soit le nombre d'années de judo, il y a 40%. Il a expliqué en même temps. Donc j'imagine que vous avez essayé, d'une manière ou d'une autre, la fédération a essayé quand même d'être attractive dans ce sens-là. Bon alors, après derrière, dès qu'on est sur l'adolescence, on va aller vers des combats un peu plus adultes, si je puis dire. Hein. Donc les compètes, ça se passe comment? Alors les compètes... à quel niveau ça se joue d'abord? Nous on commence en Benjamin. Bon, en Benjamin, ça s'appelle ça des critériums. Ça se passe au niveau district. Chez nous dans l'Hérault, il y a deux districts, donc 2 compétitions. Et après, ils se qualifient pour le niveau départemental. Mais c'est toujours dans l'esprit animation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coach. Ils vont les pousser derrière. Les parents, on essaie de les mettre un petit peu loin. Voilà, on veut pas cet esprit où les parents sont à genoux sur le tapis et tu veux. Voilà. On essaie de garder cet esprit judo et respect, voilà. Respect du partenaire et respect du public, de l'arbitre, etc. Ensuite, un minime, on commence à faire des compétitions plus intéressantes qui vont jusqu'au niveau région, interrégion. Là, déjà, on commence à avoir des bons judokas. Et c'est à ce niveau-là qu'on va les détecter pour aller dans les pôles espoirs. Les pôles espoirs, c'est les jeunes qui font des podiums au niveau régional, et qui vont après aller s'entraîner dans un lycée toute l'année, ils vont s'entraîner tous les jours. D'accord. Voilà. Au-dessus du pôle espoir, il y a le pôle France, c'est-à-dire les jeunes qui font un podium au niveau national, ça c'est à partir de cadet, 15 ans, 14-15 ans. Ceux-là, ils vont pouvoir s'entraîner dans des pôles France au niveau national. Il y a déjà 2 niveaux de pratique. Et moi je pense que ça a tué le judo des clubs. Je pense que c'est un des aspects pourquoi les gens arrêtent, c'est parce que les jeunes qui sont en pôle s'entraînent tous les jours, en pôle espoir, en pôle France. Les jeunes qui sont en club s'entraînent 2 fois par semaine. Quand ils se rencontrent en compétition, bon, il n'y a pas photo, quoi. Ceux qui sont en club, ils ont beaucoup de mal à tirer leur épingle du jeu, quoi. Donc je pense que ça fait quand même une carrière. Oui, enfin, c'est difficile après de passer sur un haut niveau, quoi. Voilà. C'est ça l'exigence du haut niveau. Le but c'est ça, quoi. Et le problème c'est que les autres sont un peu laissés pour compte, quoi. Ils arrivent au niveau régional, souvent ça s'arrête là. Voilà. Donc il n'y a pas le niveau, c'est pour ça que souvent ils arrêtent. Bon, après il y a un autre but, c'est la ceinture noire. On essaie de les amener au moins jusqu'à la ceinture noire. La demoiselle là-bas, elle non plus n'était pas assez rien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrêtent au moment de la ceinture noire, et ça c'est difficile parce que c'est le moment où normalement on doit arriver au but ultime de la ceinture noire. Alors les ceintures, parlons-en. Pourquoi vous avez arrêté? On va parler de vous. Ça va être compliqué. Non, en soi, les ceintures, il y a quoi comme ceinture en France alors? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de toute une codification, oui. Donc il y a lesquelles pour voir? C'est compliqué parce qu'ils en ont rajouté, vu que les gamins commencent plus tôt. Donc il y a la blanche avec 2 liserés jaunes. Il y a la blanche jaune avec des carrés blancs, des carrés jaunes. Il y a la jaune, après il y a le jaune-orange bicolore, après c'est des bicolores. Jaune-orange, après il y a orange, orange-verte, verte, après il y a la bleue, la marron et la noire. Il n'y a pas des dames dans Et après il y a des grades dans la ceinture noire. Donc quand on passe la ceinture noire, on est premier dan. Il y a une partie technique, ça s'appelle les katas, ça, vous avez entendu parler. C'est des figures imposées du judo en fait. Tout le monde dans le même ordre. Alors, en quoi ça consiste alors un kata? Ce sont des techniques qu'il faut faire, hein. Il y a 15 techniques donc, pour le premier dan. Il faut faire à droite et à gauche. Et le partenaire est au courant de la technique, il se laisse faire, on va dire. Il y a tout un rituel, il faut faire chuter le partenaire. C'est vrai que lui, il vous fait chuter 15 fois. Voilà, c'est vrai qu'on ne rentre pas comme ça sur un tatami. Voilà. On ne le dit pas, mais il y a dans le code, il y a une espèce de respect. Déjà, on salue l'entrée dans le dojo. On salue toujours quand on rentre sur le tapis, on salue le partenaire et on se salue tous ensemble. Alors ça, c'est en France. Quand on est allé au Japon, dans une université, la meilleure université du Japon, s'entraîner, et surtout les jeunes s'entraîner. Moi, je ne me suis pas entraîné, j'étais à la buvette. J'étais sur le tapis. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et donc,
Vous avez un système de 4 années universitaires. Oui. Les débutants, première année, deuxième année, tout ça. Alors, quand on arrive dans le dojo, c'est immense le dojo. Les premières années, c'est-à-dire les débutants, sont au fond de la salle à genoux. Et quand il y a les deuxièmes années qui rentrent, ils rentrent un par un, ils sont au vestiaire, ils sortent. Hein. Et les premières années sont obligés, ils sont tous à genoux, sont obligés de les saluer chaque fois qu'ils passent devant nous. C'est le truc qu'on n'a pas en France. Hein. Alors, Les premières années balayent le tapis avant l'entraînement. Ça aussi, on l'a pas en France. On a l'aspirateur. Et non, mais c'est un système vraiment, le Japon, c'est vraiment à part. Hein. On va en parler. Voilà. Donc, oui, donc on avait. Donc, pour venir un petit peu au kata, ça ressemble un peu à une danse. C'est un petit peu une danse quand on ne connaît pas, mais vous comprenez que c'est pas une danse. Non, non. C'est difficile à apprendre parce qu'il y a beaucoup de chutes. Bon, c'est vrai que quand on est ceinture marron, on sait chuter. Mais les faire danser dans un certain ordre, pour se rappeler l'ordre, etc., à droite, à gauche, c'est vraiment compliqué. Et là, j'en ai 3 qui sont en train de travailler. Ils sont depuis le mois de septembre, à une séance par semaine que pour ça. Ils ne sont pas prêts encore. Il leur manque encore 2 mois, environ entre 3 et 5 mois suivant le niveau pour l'apprendre. Donc ces enchaînements. Après, ils vont passer devant un jury régional. C'est pas moi qui fais passer la ceinture noire. Toutes les autres ceintures, c'est le prof qui fait passer. Et la ceinture noire, c'est devant un jury régional. Après, le prof, il n'intervient plus. Donc, une fois qu'on a cette partie technique qui est validée par le jury, on a le droit de passer la partie combat. Alors, la partie combat, c'est 5 combats contre des ceintures marron, donc du même niveau, c'est par poids. Et pour avoir la ceinture noire du premier coup, il faut battre les 5 par ippon, c'est-à-dire les projeter les 5 sur le dos. C'est assez difficile, hein, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont le premier jour. Et après, si vous en battez que 2, par exemple, vous marquez 20 points. Et après, on fait plusieurs passages et on garde les points qu'on a gagnés. Il faut en avoir 100 par contre. Ça veut dire qu'il faut en battre 10 par ippon. Voilà. Sur plusieurs journées, pas sur la même journée. Donc là, on est sur l'obtention de la ceinture noire. Voilà. Comment ça se passe après donc, dès qu'on passe le grade de noir, quand même, on est super haut là. Pour passer les danes au niveau des noirs, pour passer les danes, c'est le même principe. Il y a toujours une partie kata. Bon, c'est pas les mêmes, c'est des katas différents, plus compliqués. Et après les combats, c'est pareil, sauf que c'est avec des ceintures noires premier dan. Du même niveau que vous. Quoi. Vous devez battre 5 ceintures noires par pot. Et ainsi de suite. Quand on passe le troisième, il faut battre des deuxièmes dan. Et ainsi de suite. Donc plus ça va, c'est la pyramide des grades, c'est comme ça. Quoi. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de 9e dan, il n'y a pas beaucoup de 8e. Puis on vieillit au fur et à mesure en plus. Quoi. Voilà, après on vieillit. Après c'est sur dossier. Il y a un impact. Jusqu'au 6e dan. Jusqu'au 5e dan, il y a des combats. Le 6e dan, c'est une prestation technique, uniquement technique, qui dure 2 demi-heures. C'est assez costaud, quoi. Une demi-heure sans s'arrêter, il faut avoir un projet technique. Il n'y a pas de combat. 6e dan, c'est vrai qu'on est un peu plus âgé, quoi. Et après, c'est sur dossier. 7e dan, 8e dan, c'est avoir rendu service à la Fédé ou avoir été champion olympique 3 fois. En fait, c'est honorifique. C'est pas pour demain. D'accord. 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 Comment on pourrait. Là, on vient de voir donc un petit peu justement l'évolution. Souvent, vous avez, en échangeant avec vous là aujourd'hui, vous avez fait allusion à ce voyage au Japon qui se trouve dans ce petit livre là, en parlant d'un vrai décalage quoi, avec le Japon. Ouais, c'est un vrai décalage. Alors, peut-être raconte. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de ce voyage? Oui, comment il s'est fait? Bon, déjà, on a fait un petit peu de pub. On a fait un petit bouquin. C'est un sponsor qui nous l'a fait. On n'a fait que 20 exemplaires, parce que c'était très cher. On a donné aux sponsors qui nous ont aidés. Quand on a fait ce voyage au Japon, on est parti à 5. Et on a intégralement financé le voyage pour 5 grâce aux sponsors, aux municipalités. Bon, il y avait la mairie de Sérignan, de Villeneuve, mairie de Marossan, parce que les gamins n'étaient pas tous de Sérignan, et la mairie de Montréal. Toutes les mairies ont participé. Les sponsors nous ont beaucoup aidés. On a fait une opération carte postale, c'est-à-dire qu'on disait aux gens on va prendre une photo là-bas au Japon, tous les 5 en kimono, devant un site bien japonais, un cerisier. On vous enverra la photo avec une petite dédicace derrière et ça vous coûtera 10 €. Ça a très bien marché parce qu'on en a vendu 150, ce qui nous a permis de financer une partie du voyage. Et donc on est parti 3 semaines au Japon.
Alors je suis parti avec un prof qui avait un super niveau en judo, il a été plusieurs fois champion de France, il était remplaçant aux Jeux Olympiques. Et il avait déjà une expérience du Japon, donc c'est lui qui a fait tout le programme là-bas. Je crois qu'on sera très peu nombreux à faire ce programme qu'on a fait là pendant 3 semaines. Parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a fait. Alors les gamins s'entraînaient le matin en lycée. Là-bas, ils ont une structure différente de nous. Tous les lycées, il y a des dojos immenses et les gamins, ils sont hyper forts, quoi. Ils sont tous ceinture noire, ils ont un niveau de malade, quoi. Et nous, on arrive là. Donc, le matin, ils s'entraînaient dans ces lycées qui sont tous des sports-études, mais 10 fois plus forts que les nôtres ici, quoi. À quel moment de la journée on a fait peut-être 10 lycées. On a fait 10 lycées différents en 3 semaines. Donc, c'était vraiment énorme. À quel moment donné dans la journée intervient leur entraînement Le matin. Mais avant les cours Non, c'était... En fin de matinée. Ouais, c'est spécial, entre midi et 2. Des cours de maths. Ouais, ils font des cours entre midi et 2, c'est spécial chez eux. Donc, ils s'entraînaient 2 heures le matin. Je ne vous dis pas dans quel état ils ressortaient. Et l'après-midi, on allait s'entraîner à l'université avec les plus âgés, les seniors, les adultes, quoi. Les gars qui font les championnats du Japon, les championnats du monde, et tout ça, c'était vraiment un truc de fou. Je ne sais pas comment ils ont tenu d'ailleurs. Et ils ont eu que 2 jours de repos sur 21 jours. Donc, et alors un niveau donc exceptionnel, c'est tous des extraterrestres, ils font des trucs... Un jour, on a été reçus dans un petit club qui était grand comme la salle. Là. Je ne vous mens pas, le club était grand comme ça. Ça va faire 40 mètres carrés de tapis. On a commencé par l'entraînement des gamins. Les gamins, un an de plus que Mathéo peut-être. Hein. Jamais de ma vie j'ai vu des gamins aussi forts. Techniquement, j'ai fait 43 ans de judo. Mais j'ai vraiment... j'ai eu envie de pleurer ce jour-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai fait pendant 40 ans? Et après, il y a eu l'entraînement des adultes. Les adultes, c'était bizarre, ils arrivaient, ou les jeunes arrivaient les uns après les autres, il n'y avait pas d'heure en fait. Ils arrivaient au début, on dit, il n'y a personne et tout. Après, il y avait un monde de fous sur le tapis. Et on a fait des petits combats avec eux, quoi. Là, ça a commencé, c'était le premier jour. Ça a commencé, et à un moment donné, il y avait un jeune, il devait avoir 15-16 ans. J'ai dit à son prof, bon, je parle pas le japonais, mais j'ai baragouiné, lui aussi. Et parce que c'est très difficile de se faire comprendre en anglais là-bas. Ils ne comprennent pas trop l'anglais, ils ne comprennent pas le français. Nous, on ne comprend pas le japonais. Pendant 3 semaines, ça a été dur quand même. Ils comprennent bien le judo. Ils comprennent bien le judo. Et j'ai dit à son prof, voilà, je vous traduis en français. J'ai dit à son prof, ce gamin il est très fort et tout, qu'est-ce qu'il a comme titre il nous a dit, ah ben non, physiquement, il n'est pas au point. Les nôtres, ils enlevaient l'étoile d'araignée partout. On en avait une dans le lot qui était championne de France quand même, hein, de chez nous. Et il dit non, il n'a rien, il n'a jamais rien gagné de ça. Il vaut rien. Chez nous, il aurait été 10 fois champion de France, mais facile, quoi. Donc ça, c'était rien par rapport à ce qu'on a vu après. Ah bon? Après, c'était vraiment extraordinaire. Voilà. J'imagine que quand on fait... on va en parler un petit peu de Fourriège, mais j'imagine que quand on passe 10 heures par semaine de sa vie à enseigner le judo, il y a quand même quelque chose qui plaît dedans. Oui. Il y a une espèce de quête, de philosophie. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti en allant au Japon? Ça vous a remonté les accus encore plus, si je puis dire. Oui. Ça a rechargé. C'était comprendre mieux peut-être cette passion qui était en vous ou, Je pense que le Japon, ce qui m'a impressionné le plus, c'est la rigueur. Mais eux, c'est dans leur pays, dans le travail, partout. C'est partout comme ça, quoi. C'est difficile à transposer chez nous en Europe, et encore moins en France. La rigueur sur le tatami, le rapport entre les profs et les élèves. Une fois, j'ai vu un prof qui était assis, il passe tout l'entraînement assis sur une chaise. Et je ne sais pas comment il dirige, les gamins. il dit simplement quand c'est mal. Une fois, c'était un jeune de 7-8 ans qui faisait l'échauffement, il comptait en japonais, tout ça. Tout le monde faisait pareil, c'était hallucinant. Le prof, il est là, il dit rien. Et un jour, je l'ai vu sermonner une gamine qui devait avoir 15 ans, elle était à genoux devant lui, elle ne devait pas baisser le regard, ça a duré au moins un quart d'heure. Et lui, je ne sais pas ce qu'il a dit parce que j'ai rien compris. Et
Et c'était un ton amical Non, pas trop, non. Ah bon? Et ça, chez nous non plus, ça n'existe pas. Ils sont une certaine discipline. Bon, le respect, c'est vrai que chez eux, le respect, c'est vraiment... c'est flagrant, et même dans la rue, quoi. Dans la rue, les Japonais, c'est un peuple vraiment magnifique. Vous bousculez quelqu'un dans la rue, sans faire esprit, c'est lui qui vous dit pardon, quoi. C'est bon, ça. On n'a pas cette animosité dans le regard. Quand vous croisez des Japonais dans la rue, une ville comme Osaka ou Tokyo, dans la rue c'est comme ça, le monde est comme ça. Les gens, c'est pas comme à Paris, je sais pas, ils sont pas stressés, c'est pas du tout le même rapport. Et ils n'ont pas cette animosité dans le regard qu'on peut avoir ici en France, quand vous baladez à Paris. On se sent vraiment en sécurité dans la rue, quoi. Quand vous demandez le chemin à quelqu'un, ça aussi c'était impressionnant dans le métro, parce qu'on se perdait partout. Hein. Les panneaux sont tout en japonais. Et tout. Alors donc on demandait le chemin tout le temps. Les gens, ils vous indiquent pas où c'est, ils les amènent. Mais tout le monde, c'est pas une personne. Tous les gens à qui on a demandé, ils nous ont pratiquement amenés où on voulait aller, quoi. Si on voulait prendre tel métro. C'était plus court de vous amener que de vous expliquer. Ouais, je pense qu'ils avaient compris que ça allait être long. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote au sujet du métro. On était dans un hôtel et en partant aux jeunes, on leur a dit on va vous donner la carte de l'hôtel, si jamais on se perd, vous avez la carte de l'hôtel, vous démerdez. Alors on prend le métro et tout, on prend tous le métro, on passe à la barrière, machin, puis il a manqué, on cherchait partout et tout. On retourne, on fait marche arrière. Il était en train d'essayer de passer sa carte de l'hôtel dans le truc du métro. Il a pas pleuré de rire. Bon, ça, c'est une anecdote, il y en a eu plein. Ah, mais c'est quand même formidable ce voyage là pour les enfants. Enfin, les jeunes, là, ils ont dû avoir un souvenir. Alors, dans le lot, on avait deux frères qui sont issus d'une famille de 11 enfants. Ils sont de Montréal. Au lieu de sa ceinture noire, maintenant dans la famille, il y a 4 ceintures noires. Le dernier vient de l'avoir. Et ils étaient pratiquement jamais sortis de Montréal, quoi. Là, ils sont arrivés au Japon, j'ai comme ça. Là, ils ont passé 3 semaines. Voilà. Qu'est-ce que par rapport au judo, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué ou est-ce que votre pratique a évolué depuis ce voyage ou est-ce que il y a quelque chose que vous en avez retenu, quelque chose qui vous a marqué vraiment dans votre enseignement au quotidien maintenant? C'est la répétition. Nous, on pensait qu'on répétait trop, en fait. Il ne faut pas lâcher. C'est quand même barbant de répéter un truc sans arrêt, quoi. Et en fait, le secret, d'ailleurs, c'est répéter. C'est la maîtrise. C'est difficile en France, c'est difficile de faire des cours, on ne fait que répétition, quoi. D'autres choses, non, Non. Sur le voyage particulièrement. C'est pas prévu cette question-là. Non. On n'a pas parlé. Vous n'êtes pas non plus. On arrive un peu au terme de cette rencontre. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est il y en a deux en fait. J'imagine que vous avez envie de continuer à faire ça déjà, peut-être dans un premier temps. Et au moins jusqu'à la fin de l'année. Au moins jusqu'à la fin de l'année. Et dans un deuxième temps, je me disais, qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune, par exemple, qui aimerait commencer le judo aujourd'hui, ou comment l'attirer, ou comment le séduire, tout simplement. D'abord, c'est pas que les jeunes, parce que oui. Le judo, les gens ont très peur, on ne sait pas pourquoi, mais le judo peut se pratiquer à tous les âges. On peut démarrer le judo à 50 ans, 60 ans, il y en a qui passent leur ceinture noire, ils ont 70 ans. Donc c'est possible. Et le plus dur, ce que je dis souvent à tout le monde, le plus dur c'est la première fois, le tapis fait 5 cm de hauteur, le plus dur c'est de passer ces 5 cm. Une fois qu'on est sur le tapis, c'est gagné. Voilà. Donc il ne faut pas avoir honte, la honte on la laisse au vestiaire, on met son kimono, et tout le monde est capable d'apprendre le judo. Quand on veut, on peut. Hein. Bien sûr. Sinon... Bon, mais voilà, mais peut-être, moi, je crois qu'on a fait à peu près le tour de votre pratique, de votre expérience en termes de judo aujourd'hui. Peut-être préciser un petit peu quand même l'état des clubs actuellement. Il y a des graines de champions ou pas alors dans ces clubs? De Sérignan 1009? Oui.
Oui, bien sûr, on a une petite là qui fait partie de la famille des 11 enfants, qui est très forte. Elle est au Pôle Espoir de Montpellier. Elle a gagné cette année un tournoi national. Bon, pour gagner déjà un tournoi national en cadette, il faut se lever de bonheur. Et elle a gagné ce tournoi haut la main, quoi, à Clermont-Ferrand. Donc on a des gros espoirs sur elle. Là, elle s'est qualifiée, elle est cadette, elle s'est qualifiée pour les demi-finales des championnats de France en junior, c'est-à-dire la catégorie d'âge au-dessus. Donc elle va faire les championnats cadets, les championnats juniors cette année. Le week-end dernier, elle a encore gagné une compétition régionale. Et donc voilà, pour l'instant, c'est elle qui tient, c'est la locomotive du club. On a eu une championne de France que peut-être certains n'ont pas connue, Marie Lopez, qui a été championne de France cadette. Ça aussi, c'est un grand moment. Et elle a fait 2 podiums, parce que c'était sur 2 années cadettes, elle a fait 2 fois 3e au championnat de France. Et elle était remplaçante pour les championnats d'Europe aussi. Donc pour nous, Sérignan, c'était un très très gros résultat. J'imagine que quand on est un jeune comme ça, identifié, qui s'identifie par ses prestations, par au terme de combat de judo, derrière, c'est une locomotive pour le club. Quoi. Tout le monde s'accroche à son exemple. Pour les plus jeunes, enfin peut-être, je sais pas. Et paradoxalement, non. Bon, d'accord. On s'est aperçu que quand Marie était championne de France, les années après, on a perdu des adhérents. Ah, ça dissuade. Alors, est-ce qu'il y a eu des jalousies? Est-ce qu'on a trop communiqué sur elle? Est-ce que, je sais pas, on n'a pas pu le quantifier, on n'a pas pu savoir. Difficile à apprécier. Peut-être on a mal communiqué aussi avec ça, je sais pas, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle, simplement. Allez-y, hein. J'ai envie de poser une question, combien pratique le judo dans la salle? Pratiquer. Actuellement, le jeune homme là, quelle ceinture? Jaune orange déjà. Antoine aussi derrière. Encore? Et qui a pratiqué au passé? Stéphane. On n'est pas tant que ça. Ah oui, c'est vrai. Pas tant que ça. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Moi, je vais poser une question. Est-ce que c'est bon, on va passer à l'apéro, non? Oh, merci. Est-ce que c'est pas un problème de ne pas faire de compétition plus tôt? Parce que pourquoi tu m'appelles plus tôt? Parce que moi je vois, je m'occupe de jeunes au foot, ils ont, dès tout jeunes, ils ont cette envie de compétition. Ils ont envie, alors c'est un bien, c'est un mal, c'est un autre débat. Mais est-ce que c'est pas un problème de commencer si tard la compétition? Et moi, avec mon expérience, je me suis rendu compte que les gamins qui commençaient la compétition, c'est très destructeur la compétition, il faut savoir quand même. Oui. Et c'est un sport de contact, le judo, quand tu perds, c'est seul en face le type. Hein. Donc au niveau de l'esprit, tu prends une claque, et pour les gamins, ça fait très mal. Je crois que le collectif est important, au niveau du collectif, de gagner en équipe un tournoi de foot ou de rugby, ça me semble important. Moi, je me suis aperçu que souvent, les gamins qui perdaient en compétition, et souvent ils se faisaient mal. C'est pas des grosses blessures, hein. Ils tombent mal, ça, ils pleurent pendant 5 minutes. Hein. Souvent, tu les revois plus au club. Voilà. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Et j'ai des collègues qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Hein. Après, chacun. Voilà. Et je pense que quand tu es au CM2, après, c'est dommage, parce que s'il a arrêté juste à ce moment-là, tu es un petit peu plus équilibré, tu sais ce que c'est gagner et perdre. Et là, je pense que tu peux t'engager, même pas dans la compétition, mais dans l'initiation à la compétition. Voilà. Moi, c'est mon point de vue à moi, c'est pas le point de vue de la fédération du judo. Chacun a son point de vue. Le souvenir que j'ai d'enfant quand je pratiquais à l'époque, j'avais 5 ans quand j'avais commencé, j'étais un des plus grands apparemment, on a parlé. C'était très constructif au niveau du jeu, c'était vraiment une pratique très agréable et très douce. Et il n'y avait rien qui pouvait écurer du judo ou quoi que ce soit, au contraire, c'était très constructif. Le côté évolutif qui a été décrit par M. Galvez correspond vraiment à un apprentissage gradué et adapté, je trouve, pour un sport de combat tel que le judo. C'est pas la même logique, un sport collectif, je crois. C'est mon point de vue. Après, oui, c'est des points de vue. D'autres questions? La logique voudrait que les ceintures noires, puis ils montent dans les dames
battent toujours les ceintures de couleur inférieure entre guillemets. La logique, oui. Je dis dans la logique. Hein. Mais voilà, je Il y a des catégories de poids. Hein, ouais, ma question c'était, voilà, il y a des catégories de poids, on n'en a pas parlé, mais je pensais à l'âge aussi. Oui. À l'âge, on est ceinture noire à vie. Oui. Mais bon, effectivement, je pense que. Heureusement, ouais, parce qu'avec le riche que tu as pris. Je pense qu'il y a des gens qui doivent te battre. Alors, voilà, à niveau égal, c'est niveau égal à poids égal, ceinture noire, il peut y avoir des niveaux très différents. Voilà. D'ailleurs, je me suis laissé dire que ce que vous aviez ramassé au carte postale n'avait pas suffi à payer ta buvette. Il y a un âge pour commencer ou... Chez nous, c'est 4 ans. Non, mais je veux dire, après, quand on n'est pas enfant... Il n'y a pas d'âge. Pour les adultes. Pour les adultes, par exemple. Tu peux démarrer à n'importe quel âge. Vous les faites démarrer avec les petits? Non. Non, c'est au cours adulte. Tu es un cours adulte, et si tu démarres, tu es ceinture blanche, et tu seras mélangé avec ceinture noire, mais... Non, il n'y a pas d'âge. Avec parcimonie, quoi. Il suffit d'avoir la santé, après on peut, à n'importe quel âge, accéder à un certificat médical, le TOBI te dira. Quelqu'un de 40 ans qui vient ou 50 ans qui dit ça arrive, du judo, jamais fait. C'est souvent des parents de judokas qui se mettent au judo. C'est très sympa. On parlait tout à l'heure. Vous avez le gamin qui fait du judo, c'est très sympa aussi. Quand on parlait de défection au niveau de l'âge adolescent, par exemple, sur le judo, à un moment donné, est-ce que le fait de passer à la compète vraiment sérieuse, ça a joué, parce que c'est le moment où aussi on commence à faire les strangulations, les clés de bras, est-ce que ça peut être un retour de ces pratiques-là? Non, je pense pas. Non, non. D'accord. Bon. D'autres questions? Écoutez, les langues se déliront. Mais le judo, par exemple, c'est pas du tout pour... en fait, c'est un sport de combat, mais c'est pas pour blesser les gens, c'est pour... Non. C'est pas dans cet esprit, en fait, non? Quand le prof enseigne le judo, c'est pas dans un esprit de bagarre de rue. Voilà. On est plus dans la maîtrise. Je pense qu'il doit y en avoir, mais je pense que c'est très rare aussi. Il ne faut pas venir pratiquer ce sport dans cette optique, c'est-à-dire s'en servir pour... voilà. Justement, c'est parce que là, parce que c'est la maîtrise. Oui, voilà, c'est personnellement, l'adversaire. Personnellement, je ne sais pas si je suis une exception, je ne me suis jamais battu dans la rue. On ne m'a jamais cherché, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai jamais eu besoin de me servir du judo. Oui, non, mais vous auriez pu tomber un jour sur une... Oui, après c'est très efficace, quoi. Après, voilà, vous vous servez ou vous ne servez pas. Ça donne des réflexes. Après, oui, c'est très efficace. Le fait de la répétition. Surtout le travail au sol, pour maîtriser le partenaire au sol, c'est très efficace. C'est repris dans tous les sports maintenant qui sont à la mode, le free fight, tout ça, les sports ultimes. Tous les combats pratiquement se terminent au sol, quoi. Le sol, ça veut dire du jiu-jitsu et du judo, quoi. Mais moi, d'après ce que j'ai entendu, au-delà du fait que ce soit un sport, il y a aussi quand même, en plus du sport, il y a cette façon de voir les choses, c'est-à-dire le respect que vous parliez, la discipline, etc. En plus du sport, ça ajoute tout ça. Ça, les parents aiment beaucoup. Est-ce qu'ils viennent pourquoi? Pour ça, pour les deux, pour... C'est surtout les parents qui mettent les gamins au judo. Parce que quand on vous entend c'est le tout côté ça, qui plaît aux à parents. mon avis, c'est tous les enfants qui ont besoin de venir pour le respect, etc. Les maîtrises de soi. Et c'est vrai que les gamins aiment bien saluer tous ensemble, etc. Ils aiment le respect des autres. Ça peut canaliser aussi certains enfants qui sont assez perturbants, Ça correspond aux gamins qui sont timides, ça va leur faire du bien de travailler avec un partenaire. Et ça correspond aussi aux gamins qui sont très turbulents, parce qu'ils trouvent toujours leur maître, hein, quel que soit l'âge, on trouve toujours quelqu'un au niveau de l'entraînement qui va vous calmer. Bon, ça vous faire mal, mais bon. Voilà. Et c'est très complet comme sport. Vous voyez des jeunes de 20-25 ans qui font du judo, ils sont taillés dans la masse. Hein. Bon, pas moi, parce que maintenant je suis à la retraite. Ils savent un peu. Tu fais les cours assis. Depuis que tu es au Japon. Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous et on vous invite bien sûr à partager le verre de l'amitié pour peut-être poser des questions un peu plus précises à M. Gattès. Personnel. Peut-être plus personnel. En tous les cas, nous vous remercions pour ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, juste un léger mot tout de même
sur la programmation de la médiathèque sur le trimestre, dans le sens où il y aura des ateliers Ikebana le 15 février ici pour ceux qui veulent découvrir l'art floral japonais, c'est sur inscription. Il y aura également une conférence sur les arts traditionnels japonais, fait par le maître Ikebana en question, et une initiation à la musique japonaise pour les plus jeunes derrière. Il y aura toute une quinzaine d'animations sur la première quinzaine de mars autour du manga, ça s'appelle Manga Mania. Voilà. Merci à tous. Pour tous ceux qui veulent faire du judo, n'hésitez pas à venir me voir. Ça veut prendre une vidéo.